Quelle différence existe-t-il aujourd'hui entre un enregistrement PSAN ou un agrément PSAN? C'est la question qui va nous animer sur le plateau de Smart Patrimoine dans l'écho des cryptos. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Stéphane Pontoiseau. Bonjour Stéphane Pontoiseau. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors vous êtes directeur de la supervision des intermédiaires et infrastructures de marché, en charge notamment de l'équipe qui instruit les dossiers de PSAN au sein de l'AMF. PSAN pour prestataire de services en actifs numériques. Un agrément ou un enregistrement qu'il faut avoir pour proposer effectivement de l'échange de cryptoactifs sur le sol français. Il y a deux niveaux, il y a enregistrement PSAN et agrément PSAN. Ça peut créer parfois un peu de confusion, on ne comprend pas exactement ce qui relève de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, en tout cas sur le sol français, il n'y a que des entreprises enregistrées PSAN, il n'y a pas encore d'entreprises agréées PSAN à ce jour. Exactement, aujourd'hui on a une quarantaine de PSAN qui sont enregistrés. L'AMF publie leur liste, ce qu'on appelle une liste blanche. Bien sûr. On invite les investisseurs à s'y référer avant de s'engager auprès d'un prestataire sur actifs numériques. Effectivement, aucun agréé à ce jour. Et alors, quelle est la différence entre un enregistrement PSAN et un agrément PSAN? Est-ce qu'on peut dire que l'enregistrement, c'est l'étape 1 et l'agrément, c'est l'étape 2? C'est encore plus de recherche, finalement, sur l'acteur avec lequel on va travailler? Alors, j'aurais envie de vous dire que l'enregistrement, c'est l'étape 1 et l'agrément, c'est l'étape 12. D'accord, ok. Il y a de grosses différences. Première différence, l'enregistrement, il est obligatoire pour la fourniture en France de 4 services. La conservation sur actifs numériques, l'achat-vente d'actifs numériques contre monnaie en cours légale, l'échange actifs numériques contre actifs numériques et l'exploitation de plateformes de négociation. D'accord. Il y a d'autres services qui peuvent être fournis sans cet enregistrement obligatoire, le conseil en investissement par exemple. Mais donc, l'enregistrement il est obligatoire. L'agrément il est optionnel, ce qui explique qu'aujourd'hui on puisse avoir un certain nombre. On est commencé par l'enregistrement, oui c'est ça. Malheureusement pas d'agréé à ce jour. Quelques acteurs ont déposé des dossiers pour aller dans la direction de l'agrément. Mais donc voilà, première différence, c'est l'un est obligatoire, l'autre est optionnel. Donc il semble logique qu'on commence par l'obligatoire, mais alors quelle est la différence pour, j'ai envie de dire, pour l'investisseur ou l'épargnant, pour qu'ils comprennent en fait ce qui relève de l'enregistrement et ce qui relève de l'agrément, et donc des exigences qu'il y a vis-à-vis d'une entreprise enregistrée PSAN aujourd'hui et d'une entreprise agréée PSAN demain? Oui, alors en termes de diligence, donc là aussi c'est très différent. À l'enregistrement, ce qu'on va regarder, c'est d'une part la compétence et l'honorabilité des dirigeants effectifs et des actionnaires significatifs de PSAN, et d'autre part l'existence d'un dispositif conforme en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D'accord. Ça se limite à ça, donc ce sont des vérifications qui sont très ciblées et qui apportent une protection qui est très limitée à l'investisseur. Mais on va regarder quand même s'il y a une notion de confiance vis-à-vis des dirigeants finalement, et ensuite est-ce qu'on a toutes les règles en place pour lutter contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme? Exactement, donc c'est le gage d'un certain sérieux. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'est évidemment un sujet très, très important. Bien sûr. Simplement en termes de protection des investisseurs, il n'y a pas de règle d'organisation, de règle de conduite comparable à celle qu'on peut trouver dans le monde financier traditionnel. C'est l'assurance de ne pas avoir affaire à une arnaque pure et simple. D'accord, bien sûr. Ouais. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Ça ouvre la porte du médiateur de l'AMF. D'accord. Donc si vous avez un différend avec un PSAN enregistré, vous pouvez vous saisir le médiateur de l'AMF qui essaiera de résoudre le différend à l'amiable. Parce que si jamais on a un différend avec, je ne sais pas moi, une plateforme, on en parlera peut-être, qui n'est pas enregistrée PSAN parce que je suis allé trader des crypto-monnaies par exemple dans un autre pays ou sur une plateforme qui elle-même est hébergée dans un autre pays, je n'ai pas accès au médiateur de l'AMF. Faut que la plateforme soit enregistrée PSAN pour ça. Exactement. D'accord. Exactement. Donc ça c'est pour l'enregistrement PSAN. On a fini sur l'enregistrement PSAN? Sur l'enregistrement, on a fini. D'accord. Donc effectivement, il y a confiance des dirigeants, lutte contre le blanchiment de capitaux au financement du terrorisme et ouverture finalement à ce service qui est le médiateur de l'AMF. Tout à fait. Si jamais je veux avoir un agrément PSAN, qu'est-ce qu'il y a comme exigence supplémentaire? Alors il y a 3 grandes séries d'exigences supplémentaires. La première, c'est des exigences qui visent à vérifier la robustesse financière de l'entité, donc des exigences en termes de fonds propres. Alternativement, la souscription d'un contrat d'assurance civile professionnelle qui va apporter un certain niveau de garantie. Qui ça, pour le coup, c'est une exigence qu'on a dans le monde de la finance traditionnelle, pour le coup. Alors les fonds propres, évidemment, c'est un petit peu le b.a.-ba, je dirais, pour tout acteur dans le monde de la finance traditionnelle. Donc ça, c'est la première grande série d'exigences. Deuxième série, des vérifications en matière de sécurité des systèmes d'information. D'accord. Et troisième série, un certain nombre d'exigences en matière de protection des investisseurs. Donc,
qui s'inspire de celles qu'on peut connaître dans le monde traditionnel, l'application de la directive MIF. Si je peux donner quelques exemples, en matière de conservation d'actifs, c'est l'obligation de ségréguer les avoirs entre les avoirs clients et les avoirs propres du prestataire. D'accord. Cette obligation, elle est dans l'agrément, elle n'est pas dans l'enregistrement. L'obligation de solliciter l'accord express du client avant d'utiliser ses actifs, c'est une exigence à l'agrément, pas à l'enregistrement. Donc ça veut dire qu'on peut avoir, alors je donne le pire des cas, je ne dis pas que ça existe forcément, mais avoir une entreprise enregistrée PSAN sur le sol français, mais une fois en fait que vous avez acheté vos crypto-monnaies, elles sont mises en commun avec celles qui peuvent être détenues, elles pourraient être mises en commun avec celles qui sont détenues par l'entité propre, et après vous ne savez pas si elles sont réinvesties ou autres, elles sont sur votre compte, mais vous ne savez pas ce qu'il en est fait, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors, un certain nombre de PSAN enregistrés vont au-delà des exigences strictes de l'enregistrement. D'accord, oui. C'est une base volontaire. C'est pas parce qu'on peut le faire que ça veut dire qu'ils le font, bien sûr. Oui. Exactement. Donc après, ça relève du contractuel. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'a pas été vérifié par l'autorité des marchés financiers. Et du coup, il y a une hétérogénéité d'un acteur à l'autre. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, il n'y a que des enregistrés PSAN et non pas d'agréments PSAN délivrés ? C'est parce que c'est une question de durée de diligence organisée par l'AMF, parce que c'est une simplicité, dans un premier temps, quand on est une plateforme, d'aller vers l'enregistrement avant d'aller vers l'agrément ? Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Alors, je pense d'abord que les exigences en matière de lutte contre le blanchiment, elles sont quand même relativement complexes. Voilà, s'agissant d'un écosystème assez jeune, c'était pas très très simple déjà à franchir comme première marche. Comme première étape, cet enregistrement PSAN. D'accord. Oui. Voilà, exactement. Ensuite, peut-être que la perspective d'un règlement européen MiCA a incité certains un petit peu d'attentisme. Bien sûr. Bon, je vais être enregistré dans le cadre français, demain je serai agréé dans le cadre européen. Est-ce que je vais chercher l'agrément optionnel au sens français entre les deux ? Alors qu'il pourrait évoluer, c'est ça ? Alors que ça pourrait évoluer, ça ne sera pas forcément complètement aligné, évidemment. Ça a pu jouer aussi dans l'esprit des acteurs. Justement, en plus, il y a eu un agrément qui a été trouvé au niveau européen sur cette réglementation MiCA. Est-ce que ça peut venir faire évoluer les choses sur le sol français ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut que l'ensemble de l'écosystème s'y prépare. On va y travailler en lien étroit avec l'industrie. Il est évident que les acteurs doivent dès maintenant commencer à cibler le niveau d'exigence de l'agrément MiCA, parce que même s'il y a une phase transitoire qui est prévue par le règlement, on ne peut pas imaginer une situation dans laquelle on accumulerait des PSAN enregistrés avec une incertitude sur leur capacité à monter cette deuxième marche, voire cette 12e marche, puisque le gap est important. Et donc, on va accompagner la place dans ce chemin-là, mais c'est important que les acteurs s'y préparent. Une question qui va d'ailleurs amener une autre question, mais d'abord sur le sujet du démarchage ou des démarches commerciales des organismes financiers, mais là en l'occurrence on parle des organismes financiers en lien avec les crypto-monnaies, les prestataires de services en actifs numériques. Est-ce que quand on est enregistré PSAN ou qu'on a un agrément PSAN, on est organisé différemment, ou en tout cas il y a des exigences différentes en matière de démarchage ou de démarche commerciale ? Alors on n'a pas le droit de faire la même chose, effectivement. C'est-à-dire que typiquement le démarchage, c'est-à-dire une prise de contact non sollicitée avec un client, quel que soit le support, quel que soit le moyen, ça c'est réservé au PSAN agréé. Enregistré n'a pas le droit de le faire. C'est la même chose pour ce qu'on appelle le quasi-démarchage. Donc c'est publicité par voie électronique avec un formulaire de contact derrière qui permet ensuite à l'acteur de solliciter. Ça c'est considéré comme du quasi-démarchage et on ne peut pas le faire. Ça c'est du quasi-démarchage. Même chose, c'est réservé aux agréés. D'accord. Un enregistré ne peut pas le faire. Et dernier élément, c'est les actions de mécénat et de parrainage. Ayant pour objet ou pour effet de faire de la publicité sur ou de la communication, numérique. Bien sûr. Oui. Ça c'est réservé aux agréés. Donc la publicité traditionnelle, les enregistrés peuvent en faire, évidemment. D'accord, oui. Mais pas de quasi-démarchage, pas de démarchage, pas de parrainage mécénat. Et alors, il y a un sujet qui revient souvent des plateformes françaises, pour le coup, qui sont enregistrées PSAN, c'est la possibilité pour des plateformes étrangères d'avoir des clients français sur le sol français qui, du coup, feraient la démarche d'aller vers ces plateformes qui, elles, sont basées à l'étranger. C'est légal aujourd'hui que ça arrive aujourd'hui sur le sol français, ça ? Alors, l'enregistrement, il est obligatoire pour la fourniture de services en France. D'accord. Et donc, ce qu'on appelle fournir des services en France, c'est soit avoir des installations en France, donc une entité qui est établie en France, un siège social par exemple, un siège social, des bureaux de représentation, etc.,
on va faire l'hypothèse qu'elle fournit des services en France par nature, ou la sollicitation du public. Donc, notamment, avoir une activité promotionnelle en France, ça emporte la fourniture de services en France. En revanche, une plateforme étrangère qui n'aurait pas de démarche s'adressant à la clientèle française, pas d'installation en France, qui ne fait pas de publicité en France, elle peut, sur une base de sollicitation inversée, c'est-à-dire c'est le client qui va vers la plateforme, accepter ce client, lui fournir des services. Ils ne sont pas réputés être fournis en France. D'accord. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'enregistrement PSAN. Il y a une sorte de concurrence, en fait, un peu déloyale vis-à-vis de ceux qui se sont enregistrés PSAN en France. Alors oui et non, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir d'activité promotionnelle. Donc, d'accord. Évidemment, c'est quand même un petit peu compliqué donc de se développer commercialement dans un pays si on peut faire aucune publicité. Et il faut être averti en tant qu'investisseur, mais d'ailleurs, il faut être averti tout court en tant qu'investisseur quand on va sur ce sujet des crypto-monnaies ou de l'investissement de manière générale. D'ailleurs, j'aimerais finir sur cette question-là. Donc, l'AMF s'est saisie du sujet. L'AMF a développé donc du coup un enregistrement PSAN et un agrément PSAN. Est-ce que lorsqu'on a un enregistrement PSAN ou est-ce que demain, lorsqu'on aura un agrément PSAN, c'est l'assurance de proposer des investissements plus sécurisés? Alors non, jamais, que ce soit pour les PSAN, les fonds ou les visas sur opérations financières. Une autorisation de l'AMF, ça permet de s'assurer que l'entité respecte un certain nombre de règles qui lui sont applicables. C'est jamais l'assurance que l'investissement lui-même est sûr. En général, ça implique que le prestataire donne un certain nombre d'informations sur les produits qu'il vend. Mais il faut en revenir aux règles de base à destination des épargnants. Il n'y a pas de rendement sans risque. Assurez-vous, vous comprenez bien ce dans quoi vous investissez. Et puis, qui vous le propose? Voilà, qui vous le propose. Et puis, s'agissant d'actifs numériques qui, pour la plupart, sont assez volatiles, il faut évidemment investir avec modération, ne pas y mettre des sommes dont on a besoin à court terme, dans une logique de diversification. Il faut quand même faire preuve d'une certaine prudence. Une dernière question, je reviens sur ce sujet de plateformes basées en France, de plateformes basées à l'étranger. Est-ce que, quand même, passer par une plateforme enregistrée PSAN, c'est l'assurance de pouvoir récupérer ses fonds le jour où on veut les sortir de la plateforme en question? Alors, c'est l'assurance qu'on n'a pas affaire à un arnaqueur oui, quand même. Qui a une façade de site internet et qui, une fois que vous avez fait votre virement bancaire, l'argent disparaît. Donc vous avez oui, c'est l'assurance qu'il y a quand même une vérification, qu'il y a une vraie entité derrière et qu'on est sur quelqu'un de sérieux et qui a fait toutes les démarches nécessaires pour proposer ce type de service. En réalité, c'est quand même quelqu'un qui était capable de mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment. Donc c'est pas une coquille vide, voilà, c'est pas de l'arnaque pure. En revanche, comme il n'y a pas d'assurance sur la robustesse financière, oui, alors après, bien sûr. Si l'entité fait faillite, voilà, ça peut être compliqué. Merci beaucoup Stéphane Pontoiseau d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine et de nous donner, de faire preuve un peu de pédagogie sur la différence entre les deux, parce que c'est vrai que ça peut parfois prêter à confusion. Il y a donc ce terme PSAN et après qui relève de deux réalités différentes, enregistrement et agrément. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle Stéphane Pontoiseau, vous êtes directeur de la supervision des intermédiaires et infrastructures de marché en charge de l'équipe qui instruit les dossiers de PSAN au sein de l'AMF. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.